Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui une personnalité qui nous vient de la République centrafricaine, ancienne ministre, présidente du parti Renaissance laïque de la Centrafrique, actuellement candidate à la prochaine élection présidentielle d'octobre 2015 dans son pays. Madame Marie-Reine Hassen est notre invitée. Chère invitée, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, bonjour. Le coup d'État qui a porté le président Djotodia au pouvoir a ouvert votre pays à un certain nombre de soubresauts. Et dans la foulée, on se demande qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la Centrafrique? Eh bien, je vous dirais franchement, je n'ai pas la langue de bois, je suis connue pour ça, qu'il ne reste plus rien. Il n'y a plus d'État et on peut dire en résumé, il n'y a plus de pays. Pourquoi? Parce que déjà, avant le départ de Bozizé, il n'y avait pas d'État en République centrafricaine, c'est-à-dire que l'État se résumait à Bangui et encore, et donc les provinces étaient abandonnées. Lorsque la rébellion Séléka a dit qu'ils ont agi parce que le nord musulman a été abandonné par l'État, moi je dis faux quelque part parce que c'est toute la République centrafricaine qui a été abandonnée. Madame Hassen, je connais votre position par rapport à la gouvernance de M. François Bozizé, dont vous avez été d'ailleurs ministre. Et aujourd'hui, on se pose une question. Est-ce qu'il fallait mieux pas laisser François Bozizé au pouvoir plutôt que de lui faire le coup d'État qui a ouvert quand même tout ce qu'on a observé par la suite? Mais bon, là, on ne peut pas maîtriser l'arrivée des coups d'État. Mais si le coup d'État est arrivé, c'est parce que Bozizé, qui avait la chance de pouvoir gérer la République centrafricaine pendant 10 années, avec tous les soutiens financiers et politiques qu'aucun autre chef d'État n'a eu, la hauteur des soutiens qu'il a eu est extraordinaire, pendant 10 années, il n'a pas réussi à instaurer une bonne gestion. Mais les autres n'ont pas fait mieux non plus, non? Les autres n'ont pas fait mieux, c'est vrai que c'est toute une... ils ont même... Tout à fait, c'est toute une série en fait de mauvaise gestion de l'État depuis une trentaine d'années qui nous a menés là. Mais après le coup d'État, il y a un chaos qui s'est installé. Dans la foulée, on a institué une transition qui a connu différents dirigeants aussi. Mais quel regard portez-vous aujourd'hui sur la transition qui a été menée par Madame Samba Panza? Une transition, c'est quoi? Une transition, c'est une période très courte, très restreinte. En général, c'est une année qui doit faire face à des priorités. Ce n'est pas un gouvernement normal. C'est-à-dire les priorités, c'est ce qui a été défini par les Nations Unies. C'est d'abord le désarmement, qui ramènera le retour au calme. Je ne parle pas de paix, parce que la paix, c'est encore un autre processus plus long. Donc le désarmement, est-ce qu'on a pu obtenir quelque chose de ce côté-là? Je finis rapidement donc les 3 points. C'est le désarmement, c'est la protection des populations civiles, et c'est la mise en place, en fait, si je peux dire, des bases pour les institutions, remettre un peu les institutions qui sont l'administration. Mais qu'est-ce qu'on a réussi parmi ces 3 points-là? Qu'a-t-on réussi réellement? Eh bien, le désarmement, tout le monde est d'accord de constater que le désarmement n'a pas été fait malgré la présence des troupes françaises sangaris. Pourquoi n'a-t-on pas réussi cela? Eh bien, je préconisais, lorsque la Séléka est arrivée, et que nous, certains d'entre nous, hommes politiques de l'opposition, réclamions de l'aide pour la République centrafricaine. Et ce que je disais, c'est que nous avons besoin, dans mes appels au secours qui sont passés sur les médias, je disais nous avons besoin absolument de troupes aguerries pour nous aider à faire une sorte de blitzkrieg, c'est-à-dire désarmer, mais de manière... par surprise, en fait. Les troupes débarquent, désarment, vous me direz c'est facile à dire, mais c'est ce qu'il fallait faire. Des casques bleus, franchement, nous n'en avions pas besoin à ce moment-là, parce que les casques bleus, eh bien, sont là pour maintenir la paix, pas pour l'apporter, pas pour l'instaurer. Et donc, ce qu'il fallait, c'était ça. Donc, ces troupes sont arrivées, qui ne sont pas des troupes aguerries et capables donc de désarmer. Donc sur ce plan, on n'a pas réussi, oui. Et donc ces troupes disent que ça ne fait pas partie de leur mission. Oui. Alors qu'en fait,
il me semble, hein, il nous semble que ça fait bien partie de leur mission. Mais par rapport à la mise en place des institutions crédibles, est-ce qu'on a réussi cela tout au moins? Là non plus, les institutions, c'est l'Assemblée nationale, c'est l'administration, c'est l'armée nationale, etc. Donc, force est de constater que nous n'avons toujours pas d'élections crédibles. Et de toute façon, la racine même d'une transition ne permet pas d'avoir des institutions crédibles, mais permet en fait de mettre en place les bases pour pouvoir arriver à ces élections crédibles. Mais ça n'a pas été fait. Mais aujourd'hui, on sait que l'élection présidentielle, c'est un autre projet, les candidatures se multiplient. On se demande, est-ce que tous ceux-là qui prétendent gouverner le pays sont conscients réellement de l'immense tâche qui leur attend? Écoutez, c'est vrai que nous avons presque 100 candidats, hein, je crois qu'on va arriver à la centaine. Et de manière générale, il faut savoir qu'en Centrafrique, chacun veut devenir président de la République pour remplacer ceux qui sont là, uniquement. Et en fait, certains d'entre nous n'ont pas conscience de la gravité, de l'énormité de la tâche et n'ont pas non plus les compétences. Mais dans ces conditions, c'est le peuple qui est quand même pris en étau. Absolument. De toute façon, le peuple centrafricain, depuis toujours, est pris en otage. Il ne fait que subir. On ne lui demande pas son avis. Parce que même pour les élections, on a vu ce qui s'est passé en 2010-2011 avec Bozizé. On n'a pas réellement demandé l'avis du peuple. Et c'est ce qui risque de se passer cette fois-ci. Si on nous force à aller aux élections, les élections d'octobre, alors que rien n'est prêt pour ça. Mais est-ce qu'on sera prêt un jour à cette allure? On peut être prêt. Il y a... on a déjà reporté l'élection une première fois. On a déjà reporté les élections une première fois, mais la question à se poser, c'est est-ce qu'on a fait ce qu'il faut pour que ce report, ces 6 mois supplémentaires... Peut-être qu'on attend un président légalement élu. Une élection présidentielle dans un pays tel que la RCA n'a jamais réglé le problème. Et ça ne réglera pas le problème de la République centrafricaine. Mais s'il y a une transition qui n'arrive pas à faire marcher les choses, peut-être confions le pays à une personne qui va rendre des comptes désormais. Moi, je dirais mieux, c'est pas une personne à qui il faut confier le pays. C'est un collège de personnes compétentes. Mais il faut un président ou une présidente. Évidemment, parmi ces personnes, moi je dirais, et je l'ai dit bien avant, lorsque Notodia était encore là, une transition, c'est une période restreinte, et ce sont des personnes qui doivent être opérationnelles, c'est-à-dire compétentes et capables. Mais les Centrafricains se posent une question aujourd'hui. Comment éviter les pièges des politiciens afin de pouvoir élire réellement la personne qu'il faut pour le développement de leur pays? Alors, comment reconnaît-on un bon candidat? Comment reconnaît-on un bon candidat? Eh bien, un pays, c'est comme une entreprise, hein, une grande entreprise. Et donc... on ne va pas essayer chaque personne. Non, on ne va pas essayer, mais on va scruter. Moi, ce que je demande aux électeurs centrafricains et à la communauté internationale, c'est de faire en sorte qu'on ait des candidats de qualité. C'est-à-dire en posant des conditions, c'est ça? Il y a des conditions, en fait... on risque de faire de l'exclusion, hein? Non, c'est pas de l'exclusion. Mettons des gens compétents, des gens capables, des gens qui ont déjà... été dans la gestion des affaires de l'État, plus ou moins, et qui savent comment ça se passe. En tout cas, Africa 24, on aura recevoir pas mal de candidats. On en a une aujourd'hui. On se demande si vous êtes la meilleure personne qu'il faut. En quoi votre candidature fait la différence? Ah, je ne dirais pas que je suis la meilleure personne. Ah, mais si vous n'êtes pas la meilleure personne, pourquoi vous êtes candidate alors? Je suis candidate parce que pour ce pays, dans cette situation-là, il faut une personne capable de rassembler tout le monde. Est-ce que vous en êtes capable? Oui, j'en suis capable. Qu'est-ce qui le prouve? Qu'est-ce qui le prouve? Déjà, parce que tout le monde dit qu'il est capable. Déjà, ma personne à moi, c'est pour ça que je dis il faut scruter le passé, le profil des gens, des candidats. Je suis une personne qui n'a pas de considération ethnique. De par ma nature, je suis mixte de l'intérieur également de la Centrafrique, c'est-à-dire que du nord au sud, et de l'Est à l'Ouest, je fais partie de toutes ces ethnies-là, de l'Ouest, de l'Est, du Nord et du Sud. Qu'en est-il des considérations religieuses? Et justement, des considérations religieuses, il faudrait également une personne qui n'aura pas ces considérations religieuses de par sa nature, ce qui est mon cas. Alors, on a une pluralité de candidatures, tout le monde a un projet de société. On ne va pas tomber dans le piège en vous demandant qu'est-ce que vous allez faire pour la Centrafrique, mais si éventuellement les Centrafricains vous confient leur destin, quelle est la première mesure phare que vous allez prendre pour leur redonner espoir? Et en fait, il y a 3 mesures. Hein. Premièrement, il faut la sécurité.
Les personnes ont besoin d'aller se coucher dans toute la République centrafricaine en ne tremblant pas pour leur vie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc d'abord, la sécurité sur les frontières et partout dans toutes les régions, premièrement. Ensuite, la protection des populations, c'est-à-dire que les déplacés internes et externes, les internes qui vivent comme des bêtes en brousse, comme vous le savez, devront revenir dans leur village. Et troisièmement, mettre les bases pour pouvoir aller donc vers un futur beaucoup plus, c'est-à-dire des institutions fortes. Vous savez, si on avait des institutions fortes, on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce que peu importe le chef d'État qui passe, mais les institutions sont là, c'est-à-dire la justice et l'armée évidemment et tout le reste. Donc les institutions, c'est absolument incontournable. Dernière question dans cette émission. Vous avez reconnu sur ce plateau que toutes les conditions ne sont pas réunies pour qu'on aille aux élections, mais apparemment les élections sont maintenues au 18 octobre prochain. Est-ce que vous y allez quand même? J'y vais. Si les élections sont maintenues pour le 18 octobre, on y sera. Merci beaucoup Madame Marie-Reine Hassen. C'est un plaisir pour nous de vous avoir pour quand même éclairer la lanterne de nos téléspectateurs par rapport à ce que vous prétendez faire pour votre pays. Je rappelle que vous êtes ancienne ministre de la République, vous dirigez un parti politique et vous allez défendre les couleurs de ce parti aux prochaines élections présidentielles. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci à vous. Au revoir. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.